Nous avons créé J-Call, lancé l'appel de J-Call voici 1 an et demi, qui a recueilli environ 8000 signatures, dont à peu près environ 800 en Belgique. Et nous avons structuré J-Call en mouvement européen l'an dernier. Et donc aujourd'hui, J-Call est organisé en comités qui sont actifs en France, en Belgique, en Suisse, en Italie et aux Pays-Bas. Alors, nous avons organisé ce soir une conférence et Eli Barnavi et Shaul Haredi sont les deux invités israéliens de cette conférence. Quel est le sens de J-Call? J-Call se veut un mouvement d'opinion qui entend parler à l'ensemble de l'opinion juive en diaspora et par-delà en Israël. J-Call se veut un mouvement pluraliste et donc le but est de parler à l'ensemble de l'opinion juive dans tout son pluralisme politique, philosophique, religieux, sans aucune exclusive. Pour faire passer une seule idée, c'est la revendication aux côtés d'Israël d'un État palestinien souverain et viable. Ça, c'est l'objectif. Nous espérons que si cet objectif avance, puisse convaincre une opinion considérable, tant en diaspora qu'en Israël, eh bien, ça contribuera à débloquer la situation qui est enlisée actuellement. Voilà. Alors, ça c'est J-Call. Pour le reste, je vais céder la parole à nos invités. Nous avons Eli Barnavi, nous vient de le présenter. C'est pour moi le meilleur ambassadeur d'Israël en Europe. Parce que, et je ne te flatte pas, c'est vraiment une chose que je pense. Mais il faut flatter. Et donc, toujours sensible à le flatter. Parce que je pense qu'il a un don qui est celui de faire comprendre la complexité et d'Israël et du conflit et des problèmes qu'Israël affronte. Nous avons demandé à Shaul Haredi de venir, qui a participé à l'initiative de Genève, qui est l'expert cartographe dans la négociation, qui est militaire à la retraite, qui a eu des postes de commandement sur le terrain, et qui donc est un expert militaire. À nos yeux, c'est extrêmement important de faire appel à un expert militaire parce qu'une des objections principales que nous rencontrons, c'est que si y a un État palestinien qui émerge aux côtés d'Israël, eh bien, la sécurité d'Israël sera affaiblie. Et donc, nous avions besoin de quelqu'un qui ait l'expertise de nous dire qu'au contraire, elle sera renforcée. Why are you coming today to give your support to this initiative, J-Call, which is a diaspora initiative? In my opinion, it's very important that the diaspora Jews will be familiar with the issue of the Palestinian-Israeli conflict, because the Jews are part of the Jewish people, and the state of Israel is also the state of the Jewish people. To be more familiar with the conflict and what happened in Israel helped the Jews here to stand on their opinions and positions. But you, as an Israeli citizen, the opinion of the Jews of diaspora is important to you, is relevant for you as an Israeli citizen? Opinions expressed by diaspora Jews have a great impact on the Israeli public opinion, because, as I said before, the Jews are part of the Jewish people, and it's very important to recognize the mutual support between the two and the implications of the Israeli policy on the life of the Jews in the diaspora. You were in the army
a great part of your life, and you are quite aware of the issues of borders. And are the border of 67 security borders according to you? Yes, 67 borders are defensible borders according to the parameter of Obama speech or a Clinton parameter that took place in December 2000. It means 67 lines as a basis and exchange of land. But we need to insist that the Palestinian state will be demilitarized state without having a military or heavy weapon. By such a security arrangements, we can be sure that Israel is secure. So, a good Jew, if I understand well, is not a Jew who keeps his mouth shut. You're completely right. It's very important that the Jews in the diaspora will say what they really feel, because the unique relationship with the state of Israel and the mutual supports between the two. Thank you. Une initiative comme J. Cole. Je soutiens J. Cole parce que je crois que la seule alternative à la solution proposée par J. Cole de deux États, c'est l'État unique. Et la prolongation du statu quo nous dirige vers l'État unique. Et l'État unique, c'est deux possibilités, soit une situation d'apartheid, soit la fin de l'entreprise sioniste, puisque les Juifs deviendraient minoritaires dans leur propre État. Je suis attaché à Israël, je crois que l'entreprise sioniste a plus de sens que jamais, étant donné la montée très préoccupante de l'antisémitisme dans le monde. Et donc, je soutiens l'initiative de J. Cole. Alors je sais que la paix maintenant, depuis 30 ans, c'est une urgence qui s'installe, mais je ne me voyais pas non plus rester les bras croisés. Je sais aussi que beaucoup de Juifs et beaucoup d'Israéliens sont inquiets devant les événements du monde et notamment ce qui se produit au Moyen-Orient, un printemps arabe qui débouche sur un hiver islamiste très hostile à Israël, la perspective de voir l'Iran qui a menacé d'effacer Israël de la carte, posséder l'arme nucléaire. Tout cela ne prédispose pas à l'ouverture, mais je crois que la sécurité d'Israël n'est pas mieux assurée avec l'occupation qu'elle ne le serait sans l'occupation. Et je vois aussi que cette occupation a sur la société israélienne un effet démoralisateur, corrupteur et même dévastateur. Voilà les raisons de mon soutien à J. Cole. C'est bien une entreprise, c'est un cri d'amour lancé à Israël et non pas une énième critique. Non, c'est évidemment le souci d'Israël qui inspire mon action. Alors je ne suis pas indifférent non plus au sort des Palestiniens. Je crois qu'ils méritent une vie décente et digne dans leur propre État, mais pour dire les choses très clairement, à la racine de cet engagement, eh bien, il y a, oui, le souci d'Israël. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je tenais moi aussi tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence, les remercier pour
l'invitation qu'ils m'ont faite de venir prendre la parole ce soir. J'ai effectivement été très heureux de pouvoir signer l'appel du JICO, de contribuer au livre, et je suis ravi d'avoir l'occasion d'essayer de dire quelques mots aujourd'hui. Alors, il a été évoqué dans les introductions et par les orateurs précédents que la réalité de deux États, entre un État d'Israël et un État de Palestine, était une réalité incontournable. C'est une réalité, vous le savez, qui est tout à fait au cœur de l'appel du JICO, c'est même sa raison d'être. De façon théorique, je fais la distinction entre la théorie et la pratique, de façon théorique, et mis à part un certain nombre de fanatiques qui sont malheureusement trop nombreux, il y a quand même une très grande majorité d'Israéliens et sans doute de Juifs de par le monde qui acceptent la notion d'une solution à deux États, y compris d'ailleurs, de façon théorique, le gouvernement d'Israël aujourd'hui. Mais nous avons tous conscience que dans ce domaine-là, il existe une vraie différence entre l'acceptation théorique de deux États et la volonté de transformer cette théorie en une réalité politique et concrète. Dans la pratique, deux États, ça veut dire quoi? Ça a été rappelé précédemment. Ça signifie des négociations qui sont vraies, des douloureuses négociations. Ça signifie, au niveau du judaïsme et au niveau de la population juive d'Israël, un renoncement à des territoires qui sont chargés de symbolique historique et de symbolique religieuse, et y compris, à mon sens aussi, en ce qui concerne Jérusalem, qu'il faudra bien partager. Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr, c'est de dire pourquoi, si acceptation théorique de deux États il y a, pourquoi ce refus de négociation réelle et sérieuse de la part d'Israël, puisque tout ça piétine? Alors, il y a sans doute beaucoup de réponses à cette interrogation. Il y a d'abord des vraies incertitudes sur, parfois, les intentions réelles des Palestiniens, qui demeurent un problème, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a un autre point, une autre raison de ce refus d'Israël, sur lequel je voudrais me concentrer ce soir. Et je voudrais introduire cette raison par une citation d'un auteur qui s'appelait Paul Valéry, qui disait la chose suivante: l'existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. Alors il y a dans cette phrase l'expression du lien assez terrible entre la crainte d'une guerre civile et le refus d'une paix véritable avec les voisins, et peut-être en ce qui nous concerne, donc avec les Palestiniens. Mais les deux éléments sont liés. Alors c'est une réalité douloureuse, c'est une réalité qui est taboue dans le judaïsme, et je m'excuse de devoir employer ces termes, mais parler de guerre civile à l'intérieur du peuple juif n'est pas facile. Surtout si la crainte de la guerre civile devient l'un des refus ou l'une des causes de refus de la paix avec les Palestiniens. Pourtant, la menace d'un déchirement interne à la société juive israélienne est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Il suffit pour s'en rendre compte de suivre l'actualité, et je ne pense pas seulement à ce qui se passe récemment avec les Haredim dans certains quartiers, mais aussi avec les attaques des colons, dont on a beaucoup parlé récemment, contre finalement tous les symboles de l'État, l'armée y compris. Des colons qui, justement, sont motivés par une idéologie issue de la pensée du Rav Kook, idéologie de la sainteté de la terre, une idéologie qui est devenue rapidement une idolâtrie de la terre, où finalement ce n'est pas parce que l'on réside à un endroit particulier qu'il convient de rechercher un comportement de sainteté, mais plutôt je réside dans un lieu intrinsèquement saint. Alors cette idéologie qui est idolâtrie, cette certitude de la sainteté, est, il me semble, l'une des causes de la menace de guerre civile que j'ai évoquée. Et en particulier, je crois que cela sera vrai lorsque les négociations douloureuses finiront bien à un moment par s'imposer à nous. Alors la question de savoir que faire avec cette pensée religieuse, que faire avec les colons, non pas politiquement, mais que faire religieusement, afin de désamorcer ce risque de guerre civile et peut-être de donner une chance à la possibilité d'une paix à deux États avec les Palestiniens. Ceci me semble être une priorité, en tous les cas c'est mon sentiment. Pas de solution avec les Palestiniens sans solution théologique pour les colons.
Alors j'ai peu de temps ce soir, je ne dépendrai pas des 15 minutes qui ont été prévues, mais ça laisse quand même suffisamment de temps pour se demander brièvement s'il ne serait pas possible de proposer une autre théologie de la terre, une autre réflexion religieuse qui, elle, peut-être donnerait les mains un peu plus libres au gouvernement israélien pour négocier. Une autre théologie que celle de la sacralisation de la terre, une théologie qui ne sacraliserait pas la terre en elle-même, mais qui sacraliserait une autre forme de relation à la terre, qui ne serait pas de l'ordre ni de la possession absolue, ni de l'éternité. Une théologie qui donnerait un sens à certaines renonciations de certaines parties de la terre, afin que les négociations avec les Palestiniens ne soient pas vécues comme le signe d'un échec messianique catastrophique, mais au contraire comme une opportunité religieuse nouvelle et fantastique. Alors de quoi s'agit-il? Un point de départ important serait peut-être de se remémorer que depuis toujours, la tradition juive a été très sceptique dans la définition de la relation qui unit un peuple à sa terre. La naissance du peuple juif, vous le savez, c'est au moment de la sortie d'Égypte, pas avant. Au moment de la sortie d'Égypte, pendant les 40 années dans le désert, c'est-à-dire hors de sa terre. Je crois que c'est sans doute le seul peuple qui est né hors de sa terre. Cela se traduit dans la pensée juive par le refus de la notion classique de ce qu'on appelle la mère patrie. Il n'y a pas de mère patrie dans le judaïsme, le concept est absent. Il n'y a donc pas de lien naturel, dans le sens de pas de lien fusionnel, en tous les cas, entre le peuple juif et la terre. Alors attention, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Bien sûr, ça serait absurde de prétendre le contraire. Ça signifie simplement que ce lien n'est pas de nature fusionnelle. La tradition juive, jusqu'à l'époque moderne, et à l'exception de certains courants mystiques, a donc tenté de définir le danger qu'il y avait à ne pas... a tenté de définir autrement la nature du lien qui existait entre le peuple et la terre. Et l'image la plus évocatrice qu'il faut avoir en tête, c'est celle de la tribu des Lévites dans le récit biblique. Les Lévites, cette caste de prêtres, qui avaient l'interdiction de posséder la terre. Ces prêtres qui recherchaient la sainteté avec un comportement saint n'avaient pas le droit d'entretenir des liens de possession avec la terre. C'est assez remarquable, c'est extrêmement audacieux de penser. Cela en dit en tous les cas très long sur l'esprit réel de la tradition juive, qui, comme vous le voyez, est à 1000 lieues de ce que l'on observe aujourd'hui dans la majorité des sphères religieuses, où la possession de la terre justifie tout. La haine, la violence, le non-respect de l'autre. Alors bien sûr, il est impossible de simplifier les choses à l'extrême de façon trop radicale et de prétendre que la possession de la terre serait incompatible avec la sainteté dont se réclame le judaïsme religieux. Tout d'abord, il y a une réalité historique qu'on ne peut pas ignorer. Et même s'il n'y a pas de mère patrie, il y a bien un lien d'histoire, un lien historique entre le judaïsme et la terre d'Israël. C'est évident, je l'ai déjà mentionné. Mais en plus, l'histoire du XXe siècle nous a fait prendre conscience de façon particulièrement douloureuse du danger qu'il y avait à ne pas avoir de lien réel, de lien de possession à la terre, voire même à spiritualiser la relation à la terre. Et donc nous sommes face à un dilemme que je serais tenté de résumer de la façon suivante. Une relation de possession à la terre, qui par nature est fusionnelle, entraîne l'idolâtrie, qui elle-même entraîne l'impossibilité de la paix. De l'autre côté, le rejet de la possession de la terre remet en cause la survie physique du peuple juif, comme le XXe siècle nous l'a démontré. Alors pour sortir de ce dilemme, tout du moins au niveau d'une réflexion religieuse, il est important, je crois, de se référer à ce que l'un des grands penseurs du judaïsme orthodoxe contemporain a qualifié de troisième grand cycle de l'histoire juive dans lequel nous nous trouvons. Et je pense au rabbin Irving Greenberg, un rabbin américain, qui a dit la chose suivante: il y a trois grandes époques. Il y a l'époque biblique jusqu'à la destruction du temple, il y a l'époque de la diaspora jusqu'à Auschwitz et la création de l'État d'Israël, et puis il y a l'époque, ce troisième grand cycle, l'époque actuelle. Chaque époque, dit Greenberg, se caractérise
par une modalité de la relation entre Dieu et le peuple juif, c'est ce qu'on appelle la modalité de l'alliance, la Brit, dans lequel le niveau de responsabilité des partenaires de l'alliance va évoluer. Il nous dit au temps biblique, la relation entre Dieu et le peuple, c'est une relation entre maître et esclave. Et puis, dans la deuxième période, la responsabilité du peuple augmente, et on parle du partenariat entre le peuple et Dieu, c'est l'image de l'homme et de la femme. Et puis, nous dit Greenberg, après Auschwitz, il y a le troisième grand cycle de l'histoire juive, qui est la relation volontaire. On a inversé le niveau de responsabilité des partenaires de l'Alliance. C'est nous qui voulons rester dans l'Alliance du judaïsme, et non pas Dieu qui peut l'imposer. Mais à nous d'ajouter à cette analyse, et c'est là où la réflexion théologique va rejoindre des préoccupations politiques, à nous d'ajouter que chaque étape se caractérise aussi par une modalité spécifique de relation à la terre. À l'époque biblique, c'était l'époque de la possession de la terre. C'était l'époque de la conquête, c'était l'époque des guerres incessantes. Mais religieusement, c'est une époque peu glorieuse. C'est des luttes fratricides, c'est le peuple qui retombe dans l'idolâtrie systématiquement, c'est des complots, des violences, c'est un échec, c'est l'époque d'un Dieu qui punit son peuple pour ses fautes. À l'époque de la diaspora, c'est l'époque de la spiritualisation du lien à la terre. La terre d'Israël est un rêve, ça devient une aspiration, les Shana Haba, Yerushalayim. Mais c'est une époque à double tranchant. Parce que d'une part, c'est le moment de la naissance de toute l'éthique rabbinique, les grands idéaux du judaïsme qui sont développés. Mais d'autre part, c'est la mise en avant de la précarité extrême de la survie physique du peuple juif, le point culminant étant bien sûr la tragédie de la Shoah. C'est l'époque d'un Dieu qui ne punit pas son peuple, mais c'est l'époque d'un Dieu qui souffre avec son peuple, qu'on a appelé l'exil de la présence divine. Enfin, dans ce troisième cycle de l'histoire juive, depuis Auschwitz et avec la création de l'État d'Israël, nous entrons, selon Greenberg, dans l'époque de l'alliance volontaire entre le peuple juif et Dieu. C'est l'époque également d'une relation à la terre qui se voudrait donc être l'écho de l'exil de la présence divine, en devenant elle-même, par un choix volontaire, ce que j'ai appelé l'exil partiel de la souveraineté. Un exil partiel de la souveraineté qui, justement, serait possible dans le judaïsme à cause de ce refus profondément ancré dans la tradition d'une relation fusionnelle à la terre. Un exil partiel de la souveraineté qui, justement, veut traduire toute la réflexion biblique puis rabbinique sur l'une des caractéristiques essentielles de la paix messianique. Une relation messianique à la terre, faite de précarité et non de certitude, de sainteté et non de possession et de souveraineté. L'exil de la terre et l'exil temporaire de la présence divine qui ont caractérisé l'époque de la diaspora ont rendu Auschwitz possible. Le retour à la terre et sa possession totale ont créé les conditions d'une lutte permanente entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que les symptômes d'une implosion de la société juive. Il semble alors que le temps soit peut-être venu d'entrer de plein pied dans ce nouveau cycle de l'histoire juive et de renoncer à la souveraineté sur une petite partie de la terre où certains Israéliens vivent aujourd'hui. Que les colons et ceux qui les soutiennent deviennent les pionniers de cet exil partiel de la souveraineté, vivant dans un État de Palestine séparé de seulement quelques kilomètres du territoire souverain israélien. Qu'ils demeurent sur ces lieux qu'ils veulent porteurs de sainteté et qu'ils fassent l'expérience d'une relation à la terre qui soit digne de l'espoir messianique. Ainsi inscrit dans le sens véritable de l'histoire juive, vivant l'expérience de l'exil de la souveraineté partielle, ces hommes et ces femmes pourraient être à l'avant-garde du judaïsme et retrouver leur place dans une tradition juive de paix et de fraternité dont ils sont pour le moment tout à fait éloignés. Et après seulement, les chances de négociation avec les Palestiniens, passant par la création d'un État de Palestine, deviendront peut-être réelles. Alors cette réflexion sur l'exil partiel de la souveraineté est simplement une tentative, parmi beaucoup d'autres, de réflexion religieuse sur le lien à la terre, qui pourrait donc valoriser, donner un contenu religieux à l'abandon d'une souveraineté juive sur certaines parties de cette terre, à ceux qui aujourd'hui pensent être en recherche de sainteté, mais qui en faisant trembler les fondations de l'État d'Israël,
me semble empêcher la possibilité de vraies négociations avec les Palestiniens. Alors je ne prétends pas, évidemment, que cette ébauche de réflexion soit la bonne, je ne prétends pas non plus qu'elle soit réaliste, elle ne l'est sans doute pas. Mais je pense plus simplement que c'est en réfléchissant dans ce sens, sur ce genre de problématique, que des voix religieuses pourraient cesser d'être des appels à la haine et à la violence, ou cesser de rester silencieuses face aux problématiques que nous connaissons, et peu à peu devenir utiles à la résolution du conflit. Voilà, je vous remercie. Signataire d'Appel à la raison et co-auteur du livre. Bonsoir. J-Call est un mouvement pluriel. Je remercie Alain Finkielkraut d'avoir parlé de ce débat entre Hannah Arendt et Scholem, parce que moi je suis justement du côté d'Hannah Arendt. Et je voudrais dire une chose très simple. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de lier le mot amour avec un état quel qu'il soit. Jamais. Et d'ailleurs, vous savez, Hannah Arendt, c'est vrai, et quand on parle d'amour, l'amour c'est très compliqué et incompréhensible. Sinon on ne comprendrait pas l'amour entre Hannah Arendt et Heidegger. Alors, c'est parce que l'amour est quelque chose de très personnel, compliqué, contradictoire, difficile, que j'ai une relation très laïque, pourrait-on dire, avec les États. Et je dis ça aussi facilement en discutant de l'État d'Israël, que je dirais ça avec des amis palestiniens qui me parlent de leur amour pour l'État palestinien, que je ne comprends aussi peu. Je comprends pourquoi on puisse se lancer après une histoire dans cette projection. Mais je crois que ça ne fait pas du bien. Et j'ai été très impressionné par cette explication théologique de la tentative d'essayer d'expliquer comment on pouvait sortir de cette contradiction de l'État juif et de la nécessité d'un État démocratique. J'ai été moi-même un peu, je dirais pas choqué, je suis plus choqué, mais surpris par le mot État juif. L'État d'Israël est l'État des citoyens qui vivent en Israël. Et cet État est l'État de au moins un cinquième, un quart, ça dépend comment on projette après la démographie, de citoyens en Israël qui ne sont pas juifs. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce n'est pas seulement un État juif en tout cas. Et je crois que je suis aussi interpellé par le terme État juif que quand un homme de droite, ou peut-être pas seulement de droite, en France ou en Allemagne, me parle d'un État chrétien. En disant, j'en ai rien à cirer de ton État chrétien, je ne suis pas chrétien et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas citoyen de France, d'Allemagne, je ne sais pas, et je n'ai pas besoin d'avoir un lien profond avec la mythologie chrétienne. Je dis ça parce que si je suis venu, et si j'ai signé, si je soutiens J-Call, parce que je suis persuadé qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a, pour des raisons qu'on peut expliquer, qui sont liées à la Shoah, qui sont liées à l'antisémitisme, à la destruction, il y a un État d'Israël. Et des millions de citoyens juifs veulent et ont décidé de vivre en Israël. Ce n'est pas ma décision, mais je peux même la comprendre, et je ne sais pas ce que j'aurais fait en 1945. En 1945, je suis né, donc j'aurais rien décidé, mais disons si j'étais né un peu plus tôt. Mais parce que c'est cette réalité que, en relisant tout ce qu'on écrit sur Camus, je me suis dit, ben voilà, Camus disait, c'est plus la peine de discuter si c'est bien ou pas bien,
que des Français vivent en Algérie. C'est comme ça. Et s'il faut un État, il veut un État algérien, il doit trouver une solution pour ses citoyens qui vivent sur ces territoires. Et je dis, je ne veux pas discuter indéfiniment si c'était justifié ou pas de créer Israël, c'est. Et à partir de là, il faut continuer maintenant à essayer de trouver une solution. Mais c'est aussi une réalité qu'il y a des millions de Palestiniens qui veulent un État. Qui veulent un État, qui veulent... Alors, je pourrais dire en tant que libertaire, mais pourquoi vous voulez absolument un État? Parce que si vous avez un État à vous, ça va être très compliqué parce que vous allez être aussi bête que tous ceux qui dirigent d'autres États. Donc je ne vois pas... Mais c'est pas à moi de décider si c'est bon ou pas bien que les Palestiniens aient un État. Visiblement, la majorité des Palestiniens, de Palestiniens qui vivent dans la région veulent un État. Mais c'est un peu comme les Juifs. La majorité des Palestiniens de la diaspora palestinienne veut un État palestinien mais ne veut pas y vivre. Comme d'ailleurs la majorité de la diaspora juive veut un État israélien, mais aussi peu qu'Alain Finkielkraut, ils ne veulent y vivre. Ce que je comprends complètement, je dis simplement, ne faisons pas un faux transfert avec Israël. Nous avons ensemble, juifs, israéliens, juifs de la diaspora, croyants, laïcs, non-croyants et palestiniens, musulmans, croyants, laïcs, non-laïcs, intégristes, non-intégristes, nous avons ensemble une seule responsabilité. La responsabilité que aussi bien les Palestiniens que les Israéliens puissent retrouver non seulement la paix en tant qu'une paix entre deux entités politiques, mais aussi une paix intérieure. Car, et c'est ce qui m'a impressionné tout à l'heure, aujourd'hui, la situation d'Israël est en train de détruire le rêve israélien. La situation aujourd'hui d'Israël, avec les mouvements intégristes religieux, est en train de détruire le rêve d'un État démocratique et d'une société ouverte en Israël. Et que tous ceux qui veulent défendre ce rêve israélien de la déclaration, ça a été dit tout à l'heure, de la déclaration de 49, ne doivent justement maintenant se mobiliser. Pour la simple raison que sinon, eh bien, de plus en plus de Juifs, d'Israéliens, vont fuir Israël. Regardez le nombre de jeunes Israéliens qui vivent aujourd'hui à Berlin. Demandez à l'ambassade israélienne, qui donne un chiffre de 10 000 au moins, c'est le chiffre officiel, on compte entre 30 et 50 000 le nombre de Juifs qui aujourd'hui se réfugient, entre guillemets, ironie de l'histoire, à Berlin, ville ouverte, ville où ils ont l'impression de pouvoir respirer. Et ce que je voudrais dire est une chose très simple. Si vous vous promenez à Ramallah, ou si vous vous promenez là où les Palestiniens peuvent construire leur espace de vie, eh bien, ils n'aspirent en fait, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de ce conflit. Aussi bien que les Israéliens, ils en ont assez. Ils n'aspirent qu'à une chose, pouvoir construire leur vie sans être contrôlés quotidiennement. Et je crois que nous pouvons tous le comprendre. Imaginez que pour construire votre vie, si vous êtes paysan, si vous voulez aller du point A à B, vous devez passer 4, 5, 6 contrôles. Et que votre vie, c'est une vie qui vit au quotidien une humiliation d'une occupation. Un peuple qui toute la journée se sent et humilié, eh bien, ne peut pas bien réagir. Car l'humiliation provoque la haine. Et ce dont Israël n'a pas besoin, c'est de la haine des Palestiniens, parce que la haine est dangereuse. Donc si vous voulez parler sécurité, n'imaginez pas simplement que la sécurité c'est un mur.
Ce sont des armes. La sécurité, c'est quand vous désarmez la haine d'en face. Et vous n'arrivez à désarmer la haine d'en face que si vous montrez que vous reconnaissez l'existence d'autrui et que vous voulez lui donner la même possibilité de vie en liberté que vous voulez pour vous-même. Alors là, vous arrivez à poser les problèmes de la sécurité. Je ne sais pas si la proposition qui a été faite qu'il y ait une armée israélienne encore sur le Jourdain, pour moi, je vais vous dire, et la proposition est la bonne, si vous avez un État palestinien et vous dites l'OTAN, et moi je dis rajoutez les Russes et les Chinois en plus, comme ça vous avez les plus forces militaires qui garantissent la sécurité des deux États et qu'il y ait l'OTAN sur le Jourdain, pourquoi vous avez besoin d'une armée israélienne? Vous avez l'OTAN. Ou alors me dire qu'il n'y a qu'Israël qui serait capable de surveiller pour la sécurité d'Israël. Non. Moi je crois que dans les propositions de paix, il faut penser à la sécurité. Mais il faut aussi penser que l'État palestinien et l'aspiration des Palestiniens ne peut être un État moindre que l'aspiration des Israéliens à leur propre État. Ça me paraît évident. Maintenant, il faut aussi que les Palestiniens, il faut avoir que les responsables palestiniens aient aussi une lucidité. L'État israélien est un État qui est un État à majorité de juifs. Et Alain Finkielkraut a raison. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'État, si demain il n'y a pas d'État palestinien et qu'il n'y a qu'un espace au Moyen-Orient, cet espace sera démographiquement, je ne sais pas dans combien de temps, un État à majorité de musulmans. Et après, si ces musulmans font un appel démocratique que tout le monde peut comprendre, one man, one vote, vous allez voir la solution. Donc, il faut aussi que, et je l'ai dit la dernière fois ici, je voudrais finir en le répétant, l'État israélien et l'État palestinien n'existeront en paix l'un à côté de l'autre que si le rêve sioniste est capable de se limiter et que le rêve palestinien est capable de se limiter. Le rêve sioniste qui dit par l'histoire, par la Bible, je ne sais comment, on est fini, pourquoi Israël? Si Tel Aviv appartient à Israël, pourquoi pas Hébron? Il n'y a aucune justification biblique qui limite le rêve israélien, si ce n'est que pour l'existence d'une partie de ce rêve, vous avez besoin de l'État palestinien. Et pour les Palestiniens, c'est la même chose. Et ça, ce que je vous dis ici, je l'ai dit dans une université palestinienne à Jérusalem, je l'ai dit à Ramallah, c'est pas ici simplement que je le dis, c'est que si Hébron, si Ramallah est palestinien, pourquoi pas Haïfa, pourquoi pas Yafo? Si ce n'est que pour qu'il y ait aujourd'hui objectivement un État palestinien, eh bien ça n'est possible qu'avec l'État israélien à côté. Et c'est pour cela que ce n'est pas par amour pour Israël, mais c'est par amour pour Israël et pour les Palestiniens que je dis, mais par amour dans le sens de j'ai une obsession de volonté de réconciliation qui me vient de l'histoire européenne. Je rêve qu'un jour, Israéliens et Palestiniens puissent parler de la même manière ensemble que Français et Allemands. Et ne me dites pas que c'était plus facile en 1945. Et ne me dites pas que ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, 2 guerres mondiales, 3, si vous prenez même 1870, 3 guerres, était moins violent, moins producteur de haine que ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les Palestiniens. C'est par ce rêve européen que je transforme dans ce rêve pour le Moyen-Orient. Et c'est pour cela que je suis persuadé que des initiatives comme J-Call qui permettent l'ouverture du débat entre nous, et de montrer aussi aux Palestiniens qu'ils doivent ouvrir le débat entre eux. C'est dans ces conditions de 2 sociétés ouvertes que réside la solution de la pacification entre Israéliens et Palestiniens. Merci.
Merci Willy. Chers amis, bonsoir. Isabelle, merci encore de nous avoir permis de nous retrouver ici dans ce haut lieu de la démocratie européenne en cours de formation. Il y a un double avantage à parler le dernier. D'abord, l'essentiel a déjà été dit. Et puis, ça permet de se raccrocher au dernier pour avoir un début. Et Dan m'avait demandé de ne pas être en désaccord avec lui plus de 5 fois. Ne t'inquiète pas, je n'y arriverai pas, mais tout de même. Tu dis que c'était pas plus facile pour les Français et les Allemands en 1945, c'était plus facile. C'était plus facile pour les raisons très simples. L'une des parties a été écrasée dans la guerre. Elle a été battue à plat de couture. Nous n'avons jamais vaincu les Arabes. Les Arabes ne nous ont jamais vaincus sur le champ de bataille. Nous n'avons jamais gagné que des batailles. On ne peut pas gagner la guerre dans cette région-là. C'est pour ça que c'est difficile. Aussi. Si la victoire avait été totale, la paix aurait pu l'être aussi, aux conditions du vainqueur. C'est le compromis qui est douloureux. Et dans une situation comme la nôtre, seul le compromis est possible. Le deuxième point de désaccord, c'est sur l'État juif. Un État juif, ce n'est pas l'équivalent de l'État qui c'est les chrétiens. Et pas seulement parce que les juifs ne sont pas chrétiens. C'est parce que les juifs sont un peuple, et les chrétiens ne le sont pas. Un État juif n'est pas juif comme l'Iran est musulman. Un État juif, c'est simplement un État où les juifs majoritaires peuvent déterminer librement leur destin. C'est ça un État juif. Ce n'est pas un État de la charia juive. C'est un État qui a vocation de permettre au peuple juif de s'autodéterminer. Et c'est là l'État juif l'a fait. C'est ça la révolution juive du XXe siècle. C'est d'avoir permis la renaissance du peuple sur sa terre. C'est en cela que je suis, que je reste et que je mourrai sioniste. Et c'est pour ça que, le troisième et dernier point de désaccord, mais ça ce n'est pas un vrai point de désaccord, on aime ou on n'aime pas qui on peut et qui on veut. Moi j'aime mon pays. J'aime mon pays parce qu'il m'a permis cela justement, d'être quelque part libre de déterminer mon destin. Sans courber les chines, sans demander la permission de qui que ce soit. Une promesse d'insertion dans la famille des nations. Et c'est mon amour de mon pays, c'est mon patriotisme, si tu veux, excuse ce gros mot. Et j'ai toujours pensé que le patriotisme était non seulement différent, mais l'opposé du nationalisme que je méprise. C'est parce que j'aime mon pays que je comprends que les Palestiniens veuillent le leur et que je respecte ce souhait et que je souhaite le favoriser du mieux que je peux. Eh bien, l'idée de J. Cole est née de l'angoisse de perdre cet État juif-là. Parce que ce qui se passe en ce moment, et si nous n'y mettons pas un terme, risque, parce que je suis trop historien pour croire à l'inéluctable dans l'histoire, risque de perdre effectivement le rêve sioniste. Risque de tuer le rêve sioniste, pas parce que nous perdions la guerre. Je ne crois pas un instant qu'Israël puisse perdre la guerre militaire sur le terrain. Et Shaul l'a excellemment démontré. Mais parce que nous perdrions cette majorité juive qui nous permet de nous déterminer librement sur notre terre. Parce que cela nous enfermera dans l'alternative sinistre
suicidaire, d'un État binational, c'est-à-dire de l'État binational démocratique ou de l'apartheid, ou de la guerre civile, des deux. C'est cela le dilemme auquel nous faisons face. Lorsque nous avons lancé J. Cole et que nous l'avons placé sous le signe de la raison, ce que nous entendions par là, c'est d'essayer pour une fois de dépasser l'idéologie au sens vulgaire du terme, droite-gauche, d'essayer de comprendre le problème historique dans toute son ampleur, dans toute son horreur, d'essayer de comprendre que on ne fait pas un cadeau aux Palestiniens, même s'il y a une dimension morale, cela évidemment, mais c'est d'abord de l'intérêt bien compris. C'est d'essayer de dire aux Juifs d'Europe, dont la tête est faite de manière légitimiste, d'essayer de leur dire, réfléchissez avec nous à la manière dont il convient de sauver cet État qui est l'objet de votre affection. C'est pour dire, du moins c'était dans mon esprit, puisque nous ne sommes pas un parti politique, il n'y a pas de ligne. Chacun y apporte un peu ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais c'est pour dire aux Juifs d'Europe, même s'il n'y avait aucun espoir de paix, même si j'étais sûr que mon sort est encore pour longtemps la guerre, même si tous les Palestiniens devenaient demain pour moitié Hamas et pour moitié le djihad islamique, même alors, je voudrais me débarrasser des territoires. Parce que les territoires me conduisent inévitablement, fatalement, à l'État binational. Donc, à la perte du rêve sioniste. Vous comprenez bien? Même s'il n'y a aucun espoir de paix. C'est pour ça que les arguments qui disent, mais qui nous dit que les Palestiniens sont sincères, qu'ils ne vont pas changer d'avis, qu'ils ne vont pas préparer, peu importe. Peu importe. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les conditions sécuritaires. Shaul est beaucoup plus qualifié que moi pour le faire. Je vous parle je vous parle d'histoire. Je vous parle de démographie. Et donc, on a lancé cet appel à raison pour dire aux Juifs d'Europe que le légitimisme était contre-productif, qu'il est d'abord une histoire antidémocratique, que bien sûr chacun a le droit d'exprimer son avis, mais que surtout il est essentiel que vous rappeliez que toute la grandeur intellectuelle du peuple juif a été fondée sur la capacité de douter, de discuter, de débattre. Les Juifs débattent même avec Dieu. Vous n'allez pas débattre avec Netanyahu. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que des hommes comme moi doivent se défendre d'accusations de trahison. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça quand j'étais en poste à Paris. Il y a une espèce d'affaissement des capacités intellectuelles de notre peuple. Il faut se réveiller. Il faut prendre la mesure du danger qui nous guette, parce que ce danger est collectif. C'est vrai que notre destin est lié. Et donc, la seule question qui pour moi est pertinente, tellement il est clair vers quoi nous allons, la seule question qui est pertinente pour moi, c'est de savoir si la solution viendra après une nouvelle vague de violence pire que les précédentes, ou après. Ou avant. Oui, ou avant. Vous savez, que des fois, j'entends, mais tout va bien. De quoi vous plaignez-vous? Il n'y a plus de terrorisme. L'économie marche plutôt bien. Il y a plus de croissance en Israël que n'importe où ailleurs, dans le monde développé. Les Palestiniens sont divisés. Les Arabes sont pris par la révolution.
Et on oublie que l'histoire ne fait jamais du surplace. On ne se rend pas compte. On croit qu'on fait du surplace. 2 semaines avant la révolution en Égypte, Moubarak était sûr qu'il était là jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'elle allait pouvoir transmettre le pouvoir à son fils. On croit ça. La première intifada a commencé alors que tout allait très bien. J'ai un souvenir limpide de ces journées de décembre 87. Tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. On nous disait sans arrêt, mais il n'y a pas de problème. Et puis il y a eu un accident de voiture, de camion militaire. Et ça a commencé. Et puis on a dit, c'est quelques gamins qui jetaient pierre, ça va durer quelques jours. Vous voyez, c'est à quoi ça a mené. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans un mois, dans un an. Ça arrivera fatalement. On n'a jamais raison contre le monde entier. Et donc, pourquoi nous nous adressons, on peut dire aussi, mais enfin c'est votre problème, nous on est là pour aider autant qu'on peut, mais c'est vous qui votez, c'est vous qui payez le prix du sang, c'est vous qui payez les impôts, nous ne sommes pas citoyens, c'est vrai. Et à la limite, je comprendrais que les Juifs d'Europe ou d'Amérique, de la diaspora, disent, vous savez quoi, on se fait dans toutes les langues, on ne prend jamais position. Déployez-vous, nous on est là pour vous soutenir, quoi qu'il arrive. Très bien. C'est pas ce qui se passe. On entend que la droite. On entend que les annexionnistes, on entend que les légitimistes. Alors ça ne va pas. Vous voulez qu'il y ait débat, qu'il y ait débat. Mais de grâce, qu'il y ait un vrai débat. Qu'on cesse d'accuser des patriotes d'être des traîtres sous prétexte qu'ils ne suivent pas à la lettre servilement les consignes du gouvernement le plus irresponsable que nous ayons depuis la création de l'État. Dernier point. Si je dis que le combat pour se débarrasser des territoires doit être mené quelle que soit l'attitude de ceux d'en face, ce n'est pas seulement pour des raisons démographiques. Ce n'est pas seulement pour des raisons morales, parce que l'occupation est problématique moralement. C'est pour des raisons morales internes. L'occupation est en train de tuer la démocratie israélienne. Elle est en train de ronger notre ressort moral. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'y vivez pas. Il y a là encore affaissement des structures mentales et morales du peuple d'Israël. On accepte aujourd'hui des choses que, si on m'avait dit il y a 10 ans qu'il en serait question, j'aurais dit, mais vous l'avez, ce n'est pas possible. Dès cela aussi, il faut prendre conscience. Et c'est dû à quoi? Et c'est dû au fait que, de la même manière que les Français n'ont pas réussi à arrêter le nuage de Tchernobyl sur la frontière, on n'arrête pas l'érosion, on n'arrête pas l'érosion morale de l'occupation à la ligne verte. Elle finit par imprégner, par pourrir le tissu israélien lui-même. Là encore, ça vous paraît peut-être dramatique. Je vous assure que je n'exagère pas. Et que si on n'y prend pas garde, nous nous révélons un jour avec un pays qui existera, parce qu'encore une fois, je ne doute pas une seconde de la capacité de résistance physique de l'État d'Israël, mais un pays d'Israël, puissant, sans doute, mais dans lequel vous et moi, nous n'aimerions pas vivre. Alors de grâce, faites quelque chose. Faites quelque chose, ça veut dire réfléchissez. Dites autour de vous, racontez le produit de vos réflexions, provoquez le débat, parce que ce que les Juifs de la diaspora disent, les Israéliens écoutent tout de même. Et je voudrais finir, moi, Juif mécréant, par une prière
que tous les militaires soient comme Shaul Arieli et tous les rabbins comme David Meyer.